Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 de Pékin. À l'occasion de ce grand événement sportif international, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Bertrand Camus, professeur diplômé de ski, entraîneur et formateur bilingue français-chinois. Bertrand Camus, bonjour. Bonjour Madame Chen. Merci d'être venu jusqu'à nous. En fait, vous venez de loin. Merci de m'accueillir. Je viens de Courchevel, dans les Alpes françaises. Voilà. Effectivement, c'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait à côté. C'est pas la porte à côté quand même. Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez le marché du ski en Chine. Alors, le marché du ski en Chine est un marché récent, puisque en fait, il a pris vraiment son essor au début des années 2000. Mais il faut quand même préciser que le ski en Chine se pratique depuis très longtemps, particulièrement dans la région en chinois on dit le Tongbei, c'est-à-dire la région du nord-est, puisque c'est là que se sont créées les premières petites stations de ski. Après, le marché... C'était dans le nord de la Chine, le nord-est de la Chine, dans les provinces du nord-est. C'est ça. Tout à fait au nord, où il fait très froid l'hiver, et Oui. il y avait des stades de neige, c'est-à-dire des pentes équipées avec une petite remontée mécanique, et c'est là que ça a commencé vraiment. C'était dans les années 90. Oui, voilà, c'est à peu près fin des années 80-90. 80 déjà, oui, 80, fin des années 80-90, oui. puisque je reviendrai là-dessus, mais mon élève chinoise que j'ai formé, dont je parlerai tout à l'heure, Oui. vient d'une ville de la province de Jilin qui s'appelle la ville de Tonghua, et elle a commencé à skier quand elle était petite, à l'âge de 6 ans, donc c'est dans la fin des années 80. Voilà. En fait, le marché chinois a pris son essor vers les années 2004, 5, 6, parce que dans la région de Pékin, autour de Pékin, dans la couronne nord de Pékin, se sont créés plusieurs stades de neige. Alors, il vaut mieux parler de stades de neige que de stations, parce que chez nous, en France, les stations, c'est des endroits où on peut séjourner, louer un appartement, aller à l'hôtel, séjourner une semaine ou voire plus. En Chine, c'est plutôt des endroits où on peut skier à la journée. Maintenant, ça se développe différemment, mais au départ, c'était plutôt des endroits où on allait le skier le samedi ou le dimanche. Et voilà pour la journée. Donc c'était des pentes relativement modestes, équipées avec des petites remontées pour que les gens puissent découvrir l'activité. Donc dans les années 2005-6, il y avait, dans la couronne nord de Pékin, il y avait 13 endroits, stations, stades, Oui. qui sont créés. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, se sont ouverts aussi des lieux de villégiature, c'est-à-dire des hôtels se sont ouverts, et aussi les promoteurs immobiliers ont construit des immeubles ou des chalets maintenant pour que les gens puissent passer des vacances au ski. Ensuite, depuis les années 2010 et au-delà, dans la région un peu plus au nord où il va y avoir les Jeux Olympiques dans quelques jours, dans la province de Hebei, de Zhangjiakou, dans la ville à côté de la ville de Zhangjiakou, il y a des stations, des vraies stations, là, on peut dire des vraies stations parce que maintenant il y a vraiment des endroits où on peut skier même en reliant 2 ou 3 stations entre elles, et puis des endroits où on peut séjourner une semaine, c'est-à-dire vivre dans la station. Donc maintenant, ça s'apparente plus à nos stations françaises ou européennes que sur les stades de neige. Donc ça, c'est le marché du ski qui est devenu de plus en plus important parce qu'en Chine, il y a une population qui est extrêmement nombreuse. Il y a 1,4 milliard d'habitants, donc il y a un potentiel de clientèle qui est monumental. Et évidemment, dans les grandes villes, c'est-à-dire Pékin, même plus au sud où il n'y a pas de neige, il y a un réservoir de clientèle qui est gigantesque. Et ces gens, maintenant, avec les transports modernes, puisque en Chine, maintenant, il y a des lignes de TGV un peu partout qui permettent de relier 2 grandes villes comme Shanghai et Pékin en quelques heures, eh bien, ça amène des nouveaux skieurs dans les stations chinoises.
Donc le marché du ski est un marché émergent, mais potentiellement très puissant. Voilà ce que je peux dire sur le marché du ski chinois. Maintenant, si vous voulez, sur la façon de fonctionner, Oui. c'est un peu différent de chez nous. Nous, on a des stations qui sont en général gérées par soit des communes, soit des sociétés qui gèrent les remontées mécaniques. Voilà. Ouais. En Chine, Elles sont toutes privées, ces sociétés françaises? en France, parfois, pas toujours. Parfois, c'est des sociétés qui dépendent en partie, qui ont un partenariat avec le conseil général ou avec le département. Donc, c'est pas toujours entièrement privé. Mais en Chine, ce sont des propriétaires, enfin, ce sont comment dire, des hommes d'affaires qui ont négocié la concession d'un secteur de montagne ou enfin, d'un secteur géographique en général pour une cinquantaine d'années et qui ont eu donc la possibilité de développer, à partir de ça, de développer des remontées mécaniques, de créer des pistes enneigées artificiellement évidemment et de créer à côté de l'immobilier pour faire prospérer le système. Voilà ce qu'on peut dire sur le... Alors, oui, là, c'est privé, c'est des propriétaires privés, oui. Est-ce qu'on connaît le nombre de stations de ski ou de stades de ski en Chine? Oui, à peu près. Aujourd'hui, en 2022, on peut considérer qu'il y a plus de 700 endroits en Chine. 700 endroits? Ouais, plus de 700 endroits. Quand je dis des endroits, parce que j'englobe à la fois ces stations qui sont vraiment des stations dont on vient de parler, et aussi des stades de neige parfois qui sont minuscules dans certaines régions qui sont un peu plus reculées. Donc il y a plus de 700 endroits extérieurs, parce qu'on reviendra après sur un autre système. Il y a plus de 700 endroits où on peut pratiquer le ski en Chine. Quand je parle de ski, je parlais de ski alpin, et je différencie le ski alpin et le ski nordique. Le ski nordique, généralement, ça se fait sur des pistes aussi qui sont exploitées pour faire du ski nordique, c'est-à-dire on trace une piste sur laquelle on fait un secteur pour le skating, c'est-à-dire le système de pas de patineurs sur les skis, et à côté une piste de ski nordique en alternative, c'est-à-dire en ligne. Donc ça, en Chine, c'est pas très... on ne peut pas dire que ça soit très développé. Moi, je parlais de ski alpin. Voilà. Et pourquoi est-ce que le ski alpin est plus développé en Chine? Le ski alpin est plus développé en Chine comme un peu partout, parce que chaque forme de ski a son intérêt, son avantage, mais le ski alpin, c'est quelque chose qui procure immédiatement peut-être plus de plaisir, parce qu'il y a le plaisir de la descente, de la vitesse, de la maîtrise. Le ski nordique, c'est davantage basé sur un effort physique qui est certes très profitable et très intéressant, mais pour le grand public, c'est souvent un peu plus rébarbatif que le ski alpin. Voilà. Ça procure moins de plaisir. C'est pas le même plaisir. C'est pas le même plaisir, on va dire ça comme ça. Voilà, Ouais. Mais en Chine, qui pratique le ski, on va dire, alpin? Alors, la population qui pratique le ski alpin en Chine, c'est une population de gens très jeunes, généralement, puisque aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, il y a 50% de la clientèle qui a moins de 30 ans, donc c'est très important. Donc c'est une population jeune qui est souvent citadine, c'est-à-dire des gens qui viennent de la ville qui est située pas très loin. C'est une population de gens qui sont ouverts sur les activités de plein air, de loisirs, c'est-à-dire qu'ils vont faire du ski l'hiver et puis l'été ils vont faire d'autres activités, même parfois ils partent en montagne l'été, même dans des régions un peu plus éloignées en Chine ou à l'étranger. Et puis il y a aussi un autre créneau de clientèle, c'est des gens qui viennent découvrir l'activité, qui ne sont pas forcément des gens qui vont pratiquer de façon régulière, mais qui viennent comme ça pour voir ce que c'est, parce qu'ils ont envie de voir. Et en fait, il y a une énorme population de ce genre-là, de gens qui viennent à la journée, qui vont peut-être venir qu'une seule fois ou qui vont revenir peut-être beaucoup plus tard après, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans.
Et il y a cette façon de pratiquer le ski en Chine qui est un peu différente de chez nous. C'est-à-dire, chez nous, on a davantage des gens qui sont des assidus, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui viennent chaque année aux vacances, ou parfois quand ils sont dans la région en France où on pratique le ski, dans les Alpes, dans les Pyrénées et tout, si c'est des gens qui habitent dans des villes proches, ils viennent souvent chaque week-end. En Chine, on a ce genre de gens, mais c'est moins développé que chez nous encore. Voilà. Oui. Alors, qui sont les principaux acteurs qui œuvrent sur le marché du ski en Chine? Alors, les principaux acteurs qui œuvrent sur le marché du ski actuellement en Chine, ce sont d'abord les acteurs chinois, c'est-à-dire les propriétaires et les développeurs, c'est-à-dire des gens qui font de l'immobilier, qui construisent des immeubles ou des chalets aujourd'hui, des gros chalets pour faire développer aussi le secteur immobilier. Ça, c'est une partie. Après, il y a des étrangers, des sociétés étrangères. Par exemple, nous, en France, on a des sociétés très connues dans le domaine des remontées mécaniques, des enneigements, des enneigeurs artificiels, les équipementiers, les marques. Ça, ce sont les acteurs du ski en Chine. Après, aujourd'hui, en Chine, les Chinois ont pris beaucoup plus ont été très rapides dans le développement, c'est-à-dire en quelques années, ils ont maintenant créé eux-mêmes leur marque de textile. Le matériel, c'est un peu plus compliqué, mais ils font aussi des remontées mécaniques. Maintenant, c'est pas forcément les remontées les plus performantes, mais ils font aussi eux-mêmes, ils occupent une partie du secteur. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les acteurs chinois et les acteurs français dans ce domaine? Alors, effectivement... Parce que la France est quand même très avancée en la matière. Oui, il y a eu effectivement beaucoup d'échanges dans les années entre 2004 et 2005 et 2010, d'échanges de Chinois, de sociétés chinoises, de propriétaires chinois qui sont venus étudier en France ou même dans les pays voisins, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, voir comment les Européens faisaient fonctionner les stations, c'est-à-dire comment ils avaient tracé les pistes, comment ils avaient développé les remontées, sur quel concept ils fonctionnent. Et ils se sont inspirés de ce qu'on avait fait. Ils ont aussi fait appel à des sociétés françaises, en l'occurrence, pour aller développer les secteurs à équiper, c'est-à-dire installer des remontées performantes. Parce que bon, les remontées françaises aujourd'hui, je ne vais pas faire de cité de marque, mais on est effectivement dans les premiers sur le marché mondial au niveau des sociétés qui fabriquent les remontées mécaniques. Aujourd'hui en Chine, il faut aussi considérer que dans les régions de ski, il y a majoritairement que de l'enneigement artificiel. Il y a de la neige naturelle, mais très peu. Là où il y a beaucoup de neige en Chine, soit c'est très haut, très loin, ou c'est très très froid. Donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc les endroits où on peut faire du ski sont des endroits qui sont davantage ouverts sur la grande partie de la population qui peut venir sans aller trop loin, sans avoir trop froid, et évidemment en évitant l'altitude extrême, c'est-à-dire au-dessus de 4000, voire au-dessus de 5000 mètres, ce qui est plus possible de skier. Donc là, on est obligé, puisque la Chine est un pays de montagne, mais dans les montagnes qui sont équipées pour le ski, il y a beaucoup de montagnes qui sont très peu enneigées. Donc l'enneigement est entièrement, ou disons à 80% artificiel. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, je précise quand même qu'aujourd'hui, en France et dans les autres pays d'Europe, en ce qui nous concerne, avec les aléas climatiques et la tournure que prennent les événements climatiques, on est obligé aujourd'hui en France, en l'occurrence, d'avoir recours à l'enneigement artificiel, sans lequel on ne pourrait pas ouvrir les stations et on ne pourrait pas pratiquer le ski de décembre jusqu'à avril. C'est la neige artificielle. Même dans les stations de ski les plus connues. Oui, même. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un enneigement qui est très aléatoire aujourd'hui. À cause du climat, essentiellement. Les précipitations sont moins fortes, en règle générale, même s'il y a des grosses chutes de neige parfois.
Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut bien considérer, c'est que le ski sur une neige naturelle, avec les skis actuels et les snowboards, ça fait une érosion du terrain, c'est-à-dire ça enlève la neige beaucoup plus vite parce que la neige naturelle est une neige qui est beaucoup moins dure et donc on est obligé d'avoir recours à l'enneigement artificiel pour faire une sous-couche qui tient dans la durée, dans toute la saison. Voilà. Donc c'est sur ce débat-là, la Chine est pas moins bien, comment dire, orientée que les autres pays. On est obligé malheureusement aujourd'hui, si on veut faire fonctionner les stations, on est obligé de faire ça. Donc c'est un phénomène, on va dire, planétaire. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et l'enneigement artificiel, comment on le fabrique alors? Alors l'enneigement artificiel, c'est simple, ça fait appel à deux paramètres fondamentaux, c'est-à-dire la température, parce qu'on ne peut pas faire de la neige artificielle en dessus de 0, et l'hygrométrie, c'est-à-dire la teneur en eau de l'air, de l'humidité, et puis on propulse dans un système à haute pression de l'eau et de l'air, ce qui fabrique à la sortie un aérosol qui consiste à ressembler à de la neige, mais ce n'est pas des cristaux, ce sont des grains. Donc les cristaux de neige, je ne vais pas faire un cours sur la neige, mais les cristaux de neige, c'est de la neige naturelle, ça se transforme au fil du temps avec la modification de la température et l'abrasion naturelle. Les grains, ça ressemble à du sable, donc ça peut se durcir ou se ramollir, mais il n'y a pas la même, comment dire, il n'y a pas la même usure dans le temps, et il y a une meilleure tenue dans le temps au long de la saison pour la pratique à haute dose sur les pistes. Voilà. Si je peux résumer ça comme ça, c'est pour ça que toutes les pistes aujourd'hui, et particulièrement les pistes de compétition, qui doivent aussi obéir à une règle d'égalité pour les concurrents, sont automatiquement enneigées artificiellement. Il paraît que l'enneigement artificiel qu'on trouve en Chine vient essentiellement des États-Unis. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Non, j'ai lu ça quelque part. Ah bon? Non. C'est peut-être faux, hein? À ma connaissance, non. Les États-Unis, les Européens, les États-Unis, le Canada, tous ces pays sont en Chine sur le marché chinois du ski. Donc tous ont des ouvertures ou essayent d'en avoir avec certaines stations. Donc effectivement, il y a des stations qui sont peut-être plus orientées sur la France, d'autres sur d'autres pays. Mais j'ai pas entendu parler de neige plutôt américaine que européenne, non. Ouais. Et le marché du ski en Chine, est-ce qu'il est très différent du marché français? Oui, il est très différent parce que, effectivement, comme je le disais, il y a une population de skieurs en Chine qui est une population davantage axée sur la journée ou sur le week-end. En France, le ski est un loisir. Je peux développer ça aussi un peu sur les autres pays européens. Le ski est un loisir qui est considéré davantage pour la majorité des skieurs français, qui sont à peu près 8 millions, comme une activité pratiquée pendant des vacances scolaires, alors Noël, février, de moins en moins malheureusement les vacances de printemps, de Pâques, et avant c'était très couru. En Chine, c'est davantage sur une journée ou 2 journées. Maintenant, avec le développement du ski en Chine et effectivement le fait que depuis des années, les Chinois qui pratiquent le ski régulièrement ont atteint un niveau de ski qui est parfois excellent, ils sont devenus des aficionados, donc ils vont davantage pratiquer ça tout au long de l'hiver. Donc il y en a qui partent sur une semaine, et il y en a aussi, puisque c'est ce qu'on peut développer après aussi dans ce domaine-là, une partie de la clientèle chinoise qui a atteint un bon niveau et qui veut découvrir autre chose, qui viennent en Europe ou qui vont dans d'autres pays, au Japon ou aux États-Unis, pratiquer le ski sur une semaine, parfois un peu plus, parce qu'il y a le déplacement qui est loin.
Et donc il y a une population maintenant qui s'apparente un petit peu plus à notre clientèle à nous, mais la majeure partie de la population chinoise de skieurs, c'est une population de gens qui viennent à la journée. Voilà, donc c'est assez différent de chez nous. Et quelles sont les nouvelles tendances qui émergent sur le marché chinois du ski? Ben, les nouvelles tendances aujourd'hui, c'est malheureusement avec ce qui se passe depuis 2 ans, tout est un peu au ralenti. Ouais. Évidemment, c'est un peu compliqué. Nous, je parle par exemple sur ce que je connais le mieux, puisque j'y vis et j'y suis tout le temps. Dans notre station à Courchevel, pour la nommer, on a une population de skieurs chinois qui viennent depuis quelques années et qui chaque année prospéraient, qui faisaient boule de neige, si je peux dire, ça croissait. Malheureusement, depuis 2 ans, bon, c'est parti dans le mauvais sens. Les gens ne peuvent plus se déplacer à l'extérieur parce qu'il y a trop de problèmes liés à la pandémie et aux règles sanitaires. Mais ça, c'est les nouvelles tendances, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de découvrir ce que c'est que le ski, vraiment, ou qui ont vraiment envie de progresser, de découvrir aussi un secteur du ski qu'on ne peut pas faire en Chine, c'est-à-dire le ski hors piste, vont à l'extérieur, c'est-à-dire viennent en France, en Autriche, en Suisse, etc., dans tous les pays alpins, vont aussi aux États-Unis ou au Japon, puisque j'ai été souvent au Japon, j'en ai aussi vu souvent des Chinois qui vont là-bas et qui voient une autre façon de pratiquer le ski, c'est-à-dire une façon un peu globale, c'est-à-dire aussi bien le ski, à l'apprentissage du ski sur la piste, et aussi la découverte pour les gens qui ont atteint un certain niveau de ce qu'est le ski hors piste, c'est-à-dire à l'extérieur du domaine skiable, dans des secteurs vierges, pour découvrir ce que c'est que le plaisir de skier dans la neige poudreuse. Ça, c'est ce qu'on fait nous ici, chez nous. En Chine, c'est très compliqué parce que, comme je l'ai dit, les pistes étant enneigées artificiellement, il y a très peu de neige à l'extérieur, donc le ski hors piste est impossible. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux projets de collaboration entre la France et la Chine dans le domaine du ski et notamment sur le rôle que vous avez joué en la matière? Alors effectivement, j'ai été envoyé par les instances françaises du ski en Chine en 2004 et j'y suis allé tous les ans, puis après j'y suis allé à la demande des Chinois. Vous parlez chinois d'ailleurs. Oui, je parle le chinois et je lis et j'écris, donc ça m'a permis effectivement d'avoir un contact privilégié avec les instances chinoises du ski, c'est-à-dire la Fédération de ski en Chine. Je vous coupe juste 2 secondes. Combien y a-t-il en France des formateurs ou des entraîneurs comme vous qui parlent chinois? Alors, si je parle de français, nous sommes deux. Deux, c'est mon fils et moi. Pas beaucoup, hein? Non, et si je parle dans la règle générale, on est 3. Parce que je vais développer après ce point-là, c'est la seule chinoise, la seule personne de nationalité chinoise que j'ai formée et qui a le diplôme national français de monitrice de ski. Bon, actuellement, elle n'est pas là, elle est restée là-bas. Donc on n'est pas très nombreux. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, donc je suis parti là-bas sur un projet de former des moniteurs et de monter une école de ski dans une station proche de Pékin. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, quelques saisons. Et ensuite, à la demande d'un partenaire équipementier français, on a eu l'idée de faire un échange, de faire venir quelqu'un. Donc j'ai choisi cette personne dont je viens de parler. Et puis, je reviendrai après là-dessus, de l'orienter là-dessus. Mais si vous voulez, après, mon action a été aussi remarquée, puisqu'on a fait appel à moi dans d'autres régions, en particulier au Xinjiang, c'est-à-dire au nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang, où il y a aussi, là, il y a un potentiel énorme, parce qu'au Xinjiang, il y a des montagnes magnifiques qui ressemblent aux Alpes. Il n'y a pas une altitude moyenne extrême, il y a effectivement des sommets de plus de 8000 mètres, mais sur la chaîne de montagnes dans laquelle se pratique le ski, c'est une altitude raisonnable qui monte jusqu'aux alentours de 3000 mètres, donc on peut faire du ski comme on fait chez nous, et là il y a un potentiel énorme de développement. Mais bon,
il n'y a pas les mêmes possibilités de développement par rapport à la population qui est moins importante et par rapport aussi à l'investissement du pays qui a peut-être pas trop envie actuellement qui veut plus se concentrer sur les régions les plus peuplées, c'est-à-dire Pékin, le nord-est et le Sichuan, au centre de la Chine, où il y a aussi une énorme mégalopole qui s'appelle Chengdu, et puis encore plus grosse, Chongqing, qui est juste au-dessous. Et là, il y a un réservoir énorme de population, donc c'est plutôt là que les efforts se concentrent au niveau du gouvernement. Selon vous, quels sont les impacts des JO de Pékin sur le marché chinois du ski? Alors les impacts du JO étaient, avant la pandémie, étaient quelque chose de monumental, puisque c'était une chance inespérée pour que la Chine, qui avait déjà accueilli les JO d'été quelques années avant, en 2008, puisse montrer au monde entier le potentiel qu'elle avait et d'ouvrir aussi au monde, à la population chinoise, nationale, qui pour beaucoup ne connaissent pas du tout le ski, parce que sur les 1,4 milliard de personnes qui vivent là-bas, il y en a une immense majorité qui ne font pas tout ça. Donc c'était l'occasion énorme, et c'était le vœu du président Xi Jinping qui avait dit « les Jeux Olympiques doivent donner l'occasion, ou du moins donner la chance, plutôt la chance à 300 millions de Chinois ». Donc quand on parle de 300 millions en France, c'est quelque chose qui est même pas concevable. C'est énorme. De 300 millions de personnes qui peuvent enfin aller découvrir ce que c'est que le ski, la neige, les sports d'hiver dans leur propre pays. Ça, c'était le vœu initial quand les Jeux Olympiques ont été affectés en 2015 à la Chine. Il faut prendre son mal en patience. Voilà, exactement, exactement. Et je pense aux athlètes aussi, quels que soient les athlètes qui participent, quel que soit le sport, parce que les athlètes de tout sport qui vont concourir dans des endroits vides de public, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'engouement du public. Et donc c'est très compliqué pour eux, ils sont obligés de se faire abstraction de cette espèce d'élan de la foule qui peut les porter, mais bon voilà, ça sera comme ça pour tout le monde. Oui, ouais, c'est difficile. Et vous avez dû former des skieurs chinois, comment ça s'est passé alors? Alors effectivement, moi j'avais 2 objectifs, j'en ai rempli un sur les 2. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, enfin j'en ai rempli un, du moins je suis allé au bout d'un objectif. Ouais. J'avais 2 objectifs. Le premier c'était de former des professionnels du ski. Quand je dis ça, c'est des professionnels de l'enseignement du ski, donc des profs de ski. Et le deuxième, c'était de former des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire des coureurs qui auraient pu, certains vont le faire, participer aux épreuves des Jeux Olympiques, donc des athlètes de haut niveau qui vont ensuite aller dans d'autres épreuves internationales. Donc ça, c'était les 2 objectifs que j'avais. Le premier objectif, je l'ai rempli, puisque la personne dont j'ai parlé rapidement, c'est une jeune chinoise. Maintenant, évidemment, elle a pris quelques années, mais néanmoins, elle est toujours assez jeune. Je l'ai formée et je lui ai proposé de tenter sa chance, puisque le brevet d'état de prof de ski en France, c'est un diplôme d'état, ça donne le droit d'enseigner contre rétribution, c'est donc un diplôme professionnel, ça donne accès à un vrai métier, même si c'est un métier saisonnier, et c'est un diplôme qui est difficile, qui est dispensé par l'École nationale de ski et d'alpinisme, et qui s'échelonne en 9 étapes successives. Donc il faut réussir les 9 étapes qui sont pour certaines plutôt sélectives, pour d'autres un peu moins, parce que après c'est plus des choses qui sont dans le fil de la formation. Et donc pour ça, il fallait d'abord parler français ou anglais, puisqu'elle ne le faisait pas au début, puisqu'elle ne parlait absolument aucune de ces 2 langues, parlait que le chinois, et il fallait accéder au premier barrage, et puis après aux barrages successifs au niveau technique,
d'abord, et puis ensuite pédagogique, donc il fallait savoir s'exprimer pour répondre aux questions à la fois orales et écrites, puisqu'il y a des examens écrits. Donc ça a été très compliqué parce qu'il a fallu mettre en place tout le programme, c'est-à-dire le programme technique sur les skis, le programme pédagogique, et lui faire apprendre le français. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a rempli toutes les conditions, ça a pris quelques années. Dans la famille où elle fait partie de ma famille, tout le monde l'a aidée, elle a été prise, d'ailleurs elle est toujours comme un membre à part entière de la famille, donc on l'a soutenue, on l'a portée, on l'a encouragée, il y a eu des étapes plus ou moins compliquées. Maintenant, le français, elle le possède parfaitement. Elle est capable, depuis déjà longtemps, elle est capable d'écrire, de lire en français, de répondre à des questions, ce qu'elle a fait aux examens. Donc, elle a passé toutes ces étapes. C'est pour dire que tout ça, c'est tellement difficile que ce système-là était très compliqué pour moi pour essayer de former d'autres personnes. Parce qu'il fallait une ouverture d'esprit d'une part et une certaine volonté très forte pour mettre à bout toutes ces épreuves. C'est très difficile. On peut imaginer la même chose pour un Français qui veut faire la même chose en Chine. Apprendre le chinois, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à parler, et apprendre un sport, enfin arriver à un certain niveau en maîtrisant tout. On voit bien la complexité du système, c'est très difficile. Il y a peu de gens qui vont vouloir tenter le coup et aller jusqu'au bout. Donc moi, je suis allé jusqu'au bout avec elle, je l'ai amené au bout. Je l'ai amené au bout. C'est la seule personne aujourd'hui de nationalité chinoise qui a le diplôme d'État français de monitrice de ski. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Ceci dit, à votre avis, quels sont les domaines, je veux dire les domaines du ski, dans lesquels les deux pays peuvent quand même collaborer, les opportunités de collaboration quand même, parce que ce sont deux grands pays. Oui, tout à fait. Il y a plein de domaines dans lesquels... À part la formation, par exemple. Oui, mais ça, la Chine est un pays extraordinaire. Les Français voyagent. On peut aussi considérer qu'on peut organiser des voyages thématiques en Chine sur l'hiver autour du ski, autour du ski en Chine, pourquoi pas, effectivement. Et en sens inverse, en France. Voilà, oui. En Chine, si vous voulez, les lois sur le travail sont un peu différentes des nôtres. Dans le domaine du sport, nous, en France, pour encadrer des gens contre rétribution, il faut être titulaire d'un diplôme d'État. Qui nous donne le droit de travailler et d'encadrer, d'être assuré, de prendre la responsabilité d'encadrer les gens et d'être assuré en tant que tel pour que les choses se passent comme il faut et que tout ça donne lieu à un échange de services, c'est-à-dire les gens viennent, achètent un service et ont le service. En Chine, c'est un peu différent. Les moniteurs de ski en Chine sont tellement nombreux, ils viennent un peu de partout. Il n'y a pas cette formation diplômante, comme je l'ai dit. Donc c'est les stations, par le biais des propriétaires de stations, qui organisent eux-mêmes leur école de ski, qui font appel parfois à des étrangers, comme les Français ou d'autres nationalités, pour organiser un petit peu le système dans leur station, mais ça s'arrête à leur station. C'est pas quelque chose de national. Voilà, c'est pas quelque chose de gouvernemental. C'est pas quelque chose qui est dirigé par l'État, qui a instauré une véritable formation avec un diplôme qui donne lieu après au droit de travailler. C'est différent.